Après 22 ans passés à élever mon fils seul, il m'a tendu une enveloppe contenant un test ADN qui disait « Tu n'es pas mon père biologique ». Le véritable père était le mari de mon ex-femme. Alors, j'ai détruit leur devis. Salut Reddit, accrochez-vous bien, parce que ce que je m'apprête à vous raconter va vous retourner le cerveau. J'ai vécu dans le mensonge pendant 22 ans, et le jour où je l'ai découvert, cela a atomisé tout ce que je croyais savoir. Mais j'ai veillé à ce que mon ex-femme reçoive exactement ce qu'elle méritait. Je m'appelle Gareth, 49 ans, homme. C'est un peu long et compliqué, alors soyez patient avec moi jusqu'à la fin. Ma sœur, Tess, l'a repéré avant moi. Nous étions assis au 5e rang, lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université Northwestern. 8,000 personnes s'entassaient dans le Ryan Field, sous un ciel de juin qui n'arrivait pas à décider s'il voulait pleuvoir, et elle m'a donné un coup de coude assez fort pour laisser un bleu. Quelque chose cloche avec Caleb, a-t-elle chuchoté. J'étais trop occupé à jouer l'idiot le plus fier de l'Illinois. Je souriais tellement que j'en avais mal au visage. Je prenais des photos avec mon téléphone, comme un papa touriste qui n'aurait jamais vu son gamin en toge et en toque auparavant. Ce qui, techniquement, était le cas. Pas à ce niveau. Pas summa cum laude dans l'un des meilleurs programmes d'ingénierie du pays. Mettez ça un don. Elle lit les gens comme je lis des plans d'architecte. Quand elle dit que quelque chose cloche, on se tait, et on fait attention. J'ai regardé mon fils marcher avec sa classe, le cordon d'honneur autour du cou, et je l'ai vu immédiatement. Sa main droite ne cessait de glisser vers la poche de sa veste, touchant quelque chose, vérifiant sa présence. J'avais passé 22 ans à apprendre le langage corporel de ce gamin. Je savais quand il s'inquiétait pour un examen, parce que sa jambe sautillait sous n'importe quelle table disponible. Je savais quand il avait merdé à l'école, parce qu'il devenait soudainement très intéressé par ses lacets. Je savais quand une fille lui avait brisé le cœur, parce qu'il devenait silencieux d'une manière qui rendait la maison vide. À cet instant précis, en le regardant traverser ce terrain avec 2,000 autres diplômés, toutes les alarmes résonnaient dans ma tête. J'avais pris l'avion depuis Philadelphie 3 jours plus tôt pour ça. J'avais pris des congés au cabinet de génie civil où j'avais trimé pendant 26 ans, à concevoir des ponts et des viaducs d'autoroute. Ce n'est pas un travail glamour. Personne n'écrit d'articles de magazine sur le type qui s'assure que votre trajet matinal ne s'effondre pas dans une rivière. Mais c'était honnête, et cela payait assez pour amener Caleb ici. Chaque heure supplémentaire, chaque week-end passé courbé sur des calculs de structure au lieu de faire quoi que ce soit d'amusant, tout ça, c'était pour ce moment. Mon fils, la première personne de notre famille à entrer dans une école comme Northwestern, et encore plus à finir major de sa promotion dans l'un des meilleurs programmes d'ingénierie du pays. La cérémonie s'est éternisée pendant près de 3 heures. Quand le nom de Caleb a été appelé, quand il a traversé cette estrade pour saisir son diplôme, je me suis levé et j'ai applaudi jusqu'à ce que mes mains me brûlent. Tess pleurait à côté de moi. Je souriais comme un dément, mais Caleb a à peine souri, et cette main est retournée directement dans sa poche à la seconde où il est descendu de scène. Après la cérémonie, les familles ont envahi la pelouse. J'ai trouvé Caleb près d'un vieux chêne, en bordure du chaos, debout dans l'ombre comme s'il essayait de disparaître dans l'écorce. Il avait grandi, il me dépassait depuis ses 16 ans. Les mêmes cheveux noirs que j'avais avant que le stress ne les rende gris. La même mâchoire obstinée qu'on voyait sur les vieilles photos de mon grand-père. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit que j'étais fier. Il m'a tenu bien trop longtemps, bien trop fort. Quand nous nous sommes séparés, ses mains tremblaient. Tess a débarqué pour prendre des photos, jacassant à propos des réservations pour le dîner et de notre voyage au Costa Rica, lui laissant le temps de se ressaisir. C'est ma sœur, toujours à faire écran sans qu'on le lui demande. J'ai commis l'erreur de demander si sa mère venait. Le visage de Caleb a fait quelque chose de compliqué. Sabrina et moi avions divorcé quand il avait 2 ans. Elle s'était remariée avec un avocat d'affaires nommé Mike environ 1 an plus tard, avait déménagé à Phoenix, et avait essentiellement égosté son propre fils. Des cartes d'anniversaire quand son assistante y pensait, des appels pour les fêtes qui duraient peut-être 4 minutes avant qu'elle ne doive filer. Elle s'était présentée à 3 événements scolaires en 22 ans. 3. Caleb a dit qu'elle était à Zurich avec Mike. Une conférence d'arbitrage international. Elle avait envoyé ses félicitations par SMS ce matin-là. Évidemment. Sa voix est devenue presque inaudible quand il a demandé si nous pouvions parler quelque part en privé. Juste nous deux. Il a dit que ça ne pouvait pas attendre.
Sa main était de nouveau dans cette poche, serrant ce qui s'y trouvait jusqu'à s'en blanchir les jointures. Le café était à 15 minutes de marche du campus, un de ces endroits avec des murs en briques apparentes et des meubles dépareillés où les étudiants viennent faire des dépressions nerveuses devant des lateurs de prix, suffisamment vides pour que personne ne nous entende. La serveuse était plus intéressée par son téléphone que par deux types ayant ce qui était clairement une conversation sérieuse dans le box du coin. Caleb s'est assis en face de moi, les mains à plat sur la table, les doigts entrelacés, les jointures pâles. J'ai commandé un café. Il n'a rien commandé. Il est juste resté là à fixer la table. Puis il a plongé la main dans sa veste et a sorti ce qu'il gardait précieusement toute la journée. Une enveloppe Kraft, épaisse. Logo officiel du laboratoire dans le coin, BioVerified Diagnostic. En dessous, les mots qui allaient bouleverser mon monde entier, analyse ADN de paternité. J'ai fixé l'enveloppe pendant ce qui m'a semblé être une heure. Tous les pires scénarios défilaient dans ma tête en haute définition. Des gènes du cancer. La maladie de Huntington. Un cauchemar héréditaire qui expliquerait pourquoi il avait l'air de traîner un secret depuis des années. Il a poussé l'enveloppe à travers la table. Sa main tremblait. Je l'ai ouverte. La première page m'a frappé comme un camion, puis a continué de me frapper. Probabilité de paternité, 0,00%. Le père présumé est exclu en tant que père biologique de l'enfant testé. Je l'ai relu 6 fois. Les mots refusaient de changer. 0%. Papa. La voix de Caleb s'est brisée comme s'il avait à nouveau 13 ans. Je l'ai découvert il y a 3 ans. J'essaie de trouver comment te le dire depuis tout ce temps. 3 ans. Il portait ce fardeau depuis 3 ans. Pendant ses 3e et 4e années d'université, à travers les examens finaux, les stages et la planification de la remise des diplômes, pendant que je me vantais auprès de tous ceux qui voulaient bien l'entendre de mon fils brillant à Northwestern. L'histoire est sortie par morceaux, comme s'il devait forcer chacun d'eux à traverser un mur de culpabilité et de peur. La 3e année nécessitait un cours de biologie générale que tous les étudiants en ingénierie devaient suivre. Quelque chose pour s'assurer que les diplômés techniques comprenaient les sciences de la vie fondamentale. Le professeur avait conçu un projet d'analyse ADN où les étudiants obtenaient des échantillons de leurs parents pour des tests comparatifs, démontrant les modèles d'hérédité et les marqueurs génétiques. La plupart des gamins utilisaient des échantillons frais. Ils faisaient cracher leurs parents dans des tubes pendant les vacances de Noël. Caleb avait utilisé un vieux prélèvement buccal que je lui avais donné pour un projet de science au collège. Quelque chose que j'avais gardé dans une boîte en carton avec toutes ses affaires d'école, bulletins, projets artistiques, cette empreinte de main en argile du CP qui ne ressemble en rien à une main. Les résultats du laboratoire de génétique sont revenus en montrant 0 marqueur commun entre nous. Pas une faible probabilité. 0. Caleb a pensé que ce devait être une erreur de laboratoire, une contamination de l'échantillon, un dysfonctionnement de l'équipement, quelque chose avec une explication logique qui n'impliquait pas que toute son identité soit un mensonge. Alors, il a acheté un de ces kits ADN d'ascendance en ligne, le genre qu'on voit dans les publicités pendant les matchs de football. Crachez dans le tube, renvoyez-le, découvrez que vous êtes 3% viking ou autre. Il a comparé ses résultats aux miens, datant du moment où j'avais fait le même test quelques années auparavant, curieux de savoir si les histoires de famille sur nos ancêtres italiens étaient vraies. Même résultat. Aucun lien de parenté. Groupe HLA différent. Aucun héritage génétique partagé. Mais la confirmation qui a tout scellé, celle qui rendait le déni impossible, est arrivée l'année dernière. Une opération mineure de l'épaule après une blessure au basket qui avait mal tourné. Procédure de routine, mais l'hôpital a fait des analyses de sang standard, y compris le groupage. Le sien est revenu B négatif, un type rare. Environ 2% de la population. Je suis au positif. Sa mère est A positif. L'infirmière n'a accusé personne de quoi que ce soit. Elle a juste dit que le dossier n'avait pas de sens et a recommandé qu'il vérifie les antécédents médicaux familiaux quand il en aurait l'occasion. Caleb a hoché la tête, sachant déjà exactement ce que cela signifiait. Pour ceux qui ne se souviennent de rien de leur cours de biologie au lycée, le groupe sanguin est déterminé par des allèles hérités. Un parent O ne peut transmettre que des allèles O. Un parent A peut transmettre à O. Aucun d'eux ne peut transmettre B. C'est génétiquement impossible pour 2 parents de groupe O et A de produire un enfant de groupe B. Les échiquiers de Punnett ne mentent pas. 3 confirmations indépendantes, le laboratoire de génétique de l'université, l'ADN d'ascendance commerciale,
le groupage sanguin de l'hôpital. Tous pointant vers la même conclusion, qui n'avait aucun sens et un sens parfait en même temps. Mon téléphone a vibré. SMS de Tess, garé sur le parking. Pas de stress. J'ai décalé le dîner et prolongé l'hôtel. Quoi qu'il te faille. J'ai fixé mon café. Il avait refroidi. La serveuse regardait toujours son téléphone. Qui? Ma voix est sortie comme du gravier. Qui est le père biologique? Caleb m'a regardé avec des yeux qui portaient ce poids depuis 1000 jours. Mike. Le mari de maman. La pièce a basculé d'environ 30 degrés vers la gauche et est restée ainsi. Je l'ai confronté à Noël dernier, a dit Caleb. J'ai pris l'avion sans te le dire. Elle s'est effondrée et a tout avoué. La liaison avait commencé près de 4 ans avant que Sabrina et moi ne nous séparions. Elle avait rencontré Mike lors d'une conférence juridique à Chicago et avait commencé à coucher avec lui presque immédiatement. Quand elle est tombée enceinte, elle n'était pas sûre de qui était le père. Mais Mike avait été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas d'enfant. Trop concentré sur le fait de devenir associé. Alors Sabrina a fait un calcul. Elle est restée avec moi. Elle m'a laissé croire que le bébé était le mien. Elle m'a laissé pleurer dans la salle d'accouchement, compter ses doigts et promettre de le protéger pour toujours. 2 semaines après la naissance de Caleb, pendant que j'étais au travail, elle a secrètement organisé un test de paternité via un laboratoire dans un autre État. Quand il a confirmé que Mike était le père biologique, elle a tout détruit. Elle a déchiqueté les documents, effacé les traces numériques, tout enterré. Puis elle a attendu. Elle m'a laissé tisser un lien total avec Caleb. Elle m'a laissé devenir son monde entier. Et quand il a eu 2 ans, elle a demandé le divorce. Elle ne s'est pas battue pour la garde. Elle ne voulait pas la garde. Elle voulait se décharger de la responsabilité sur moi pour pouvoir recommencer à zéro avec Mike, sans qu'un bambin ne vienne entraver son style de vie. Pendant 22 ans, j'avais élevé son fils pendant qu'elle construisait sa vie parfaite dans une maison avec piscine à Scottsdale. Elle a proposé de m'acheter, a dit Caleb doucement. Quand je l'ai confrontée. Elle a dit qu'elle paierait mes études supérieures, mon mariage, l'acompte d'une maison, tout ce que je voulais. Il fallait juste que je garde ma bouche fermée. Et tu lui as dit non, et qu'elle pouvait garder son argent. Tess nous a ramenés à l'hôtel sans poser de questions. Elle avait déjà tout géré, prolongé les réservations de chambres, déplacé nos vols pour le Costa Rica, contacté quelqu'un dans son réseau de parajuristes à propos d'avocats spécialisés dans ce genre précis de gâchis. J'ai passé cette nuit à fixer le plafond, rejouant 22 ans de souvenirs à travers un filtre qui faisait ressembler chaque chose à une scène de crime. Chaque histoire du soir, chaque match de petite ligue que j'avais entraîné, chaque session de devoir qui dépassait minuit. Chaque dollar que j'avais gratté pour ses frais de scolarité en école privée après que la situation à l'école publique ait mal tourné. L'année où il avait 9 ans et s'était cassé le bras en tombant de la cage à poules, je l'avais porté jusqu'à la voiture, conduit aux urgences, tenu sa main pendant qu'il remettait l'os en place. Sabrina avait appelé de Phoenix 3 jours plus tard pour demander comment il allait. La fois où il avait reçu sa première lettre de rejet d'une fille qu'il avait invitée à une danse du collège, je m'étais assis avec lui sur la terrasse arrière et je lui avais raconté toutes les fois où je m'étais fait rembarrer, ce qui était fréquent. Nous avions mangé de la glace directement dans le pot et parlé du fait que le rejet n'était qu'une redirection. Sabrina avait envoyé une carte ce Noël-là avec un message générique sur le fait de grandir si vite. Tout cela bâti sur un mensonge. Son mensonge. Mais les expériences étaient réelles. Le lien était réel. Et je n'allais pas la laisser empoisonner rétroactivement chaque bon souvenir que j'avais avec mon fils. Vers minuit, j'ai passé 2 appels. Le premier était pour Caleb. Je lui ai dit que le Costa Rica avait toujours lieu. Pas de débat. Puis je lui ai dit quelque chose que j'avais besoin qu'il comprenne jusqu'au fond de ses os, il était mon fils. Il l'avait toujours été. Il le serait toujours. La biologie, c'est juste de la chimie. La paternité est un choix. Je l'avais choisi chaque jour pendant 22 ans, et je le choisissais encore à cet instant précis. Le second appel était pour mon meilleur ami, Dom. Nous étions soudés depuis nos 23 ans, travaillant à nos premiers vrais emplois et partageant un appartement qui aurait dû être condamné. Dom a passé les 20 dernières années comme expert comptable judiciaire, le type que les entreprises engagent quand elles soupçonnent quelqu'un de détourner des fonds l'équivalent humain d'un détecteur de métaux sur une scène de crime. Je lui ai fait la version courte. Dom a écouté sans interrompre.
Puis il a posé les règles. D'accord. Première chose, aucun contact avec Sabrina ou Mike. Aucun. Tout ce que tu diras sous le coup de la colère deviendra des munitions plus tard. Et si elle me contacte? Transfère-moi tout. Ne réponds pas. N'engage pas la conversation. Laisse-la parler à un mur. Alors, c'est quoi le plan? On documente tout. Chaque dollar dépensé pour Caleb. Reçu, relevé bancaire, dossier de scolarité. On construit une chronologie qui tient la route sous un examen minutieux. Et on se concentre sur ce qui est prouvable. Pas les dommages émotionnels, pas les 22 ans de ta vie, des chiffres, des traces écrites, des trucs qui ne mentent pas. Dom avait vu assez de cas de fraude pour savoir comment ces choses fonctionnaient. L'argument émotionnel peut sembler satisfaisant, mais il donne à l'autre partie trop de marge de manœuvre. Les chiffres n'exagèrent pas. Les chiffres restent juste là, à être corrects, jusqu'à ce que quelqu'un fasse un chèque. Il a dit qu'il prendrait l'avion après le Costa Rica. Nous monterions le dossier ensemble. Le premier message de Sabrina est arrivé sur mon téléphone à 6 heures du matin. Caleb m'a dit qu'il t'a enfin tout dit. Je sais que tu es contrarié. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer avant de faire quoi que ce soit de drastique. Ça n'a pas besoin de devenir moche. Je l'ai montré à Tess au petit déjeuner. Elle l'a lu 2 fois, son expression devenant impassible. Elle ne s'excuse pas. Elle te gère. Elle teste quelle approche obtiendra une réponse. Qu'est-ce que je fais? Rien. Elle a l'habitude de contrôler les conversations. Le silence va la rendre folle. Je n'ai pas répondu. Au cours de la semaine suivante, pendant que Caleb et moi étions au Costa Rica, les tentatives de communication de Sabrina ont suivi un schéma que Dom a plus tard appelé le « manuel du narcissique ». Phase 1, la culpabilisation. J'étais si jeune et effrayé. J'ai fait des erreurs. Mais tout ce que j'ai fait, c'était parce que j'aimais Caleb. Quand cela n'a obtenu aucune réponse, phase 2, l'inversion de victime. Mike est furieux. Mon mariage est peut-être fini. Tout ce que j'ai construit s'effondre. Quand cela a échoué, phase 3, le recrutement de singes volants. Caleb a reçu des SMS de parents à qui il n'avait pas parlé depuis des années, le pressant d'écouter la version de sa mère, avant qu'il ne soit trop tard. Elle a même contacté Tess directement, de femme à femme, lui demandant d'aider Garrett à entendre raison, avant que cela ne détruise la famille. La réponse de Tess a été magnifique. Elle a fait des captures d'écran de tout et les a transférées à Dom sans envoyer une seule réponse. Documentation, établissement de modèles. Chaque tentative de manipulation devenait une preuve de qui était exactement Sabrina. Le silence fonctionnait clairement. Au 4e jour, les messages de Sabrina devenaient de plus en plus déséquilibrés. Elle a essayé d'appeler depuis des numéros masqués, essayé d'atteindre Caleb par le biais de ses amis d'université, a même tenté de contacter mon patron au cabinet d'ingénierie, prétendant qu'il y avait une urgence familiale et qu'elle avait désespérément besoin de me joindre. Mon patron, qui avait rencontré Sabrina exactement une fois lors d'un pique-nique d'entreprise il y a 12 ans et l'avait décrite après coup comme « le genre de femme qui compte les crevettes », lui a dit que j'étais en vacances et a raccroché. Dom tenait un décompte courant. 17 tentatives de contact en 7 jours. Chacune documentée. Chacune ajoutant à l'image de quelqu'un qui se souciait plus de contrôler l'histoire que d'assumer ce qu'elle avait fait. Le Costa Rica était exactement ce dont nous avions besoin. 7 jours de jungle, d'océan et de refus délibéré de penser à quoi que ce soit de plus lourd que le choix entre les tacos au poisson ou le ceviche. Nous avons fait de la tyrolienne à travers des forêts de nuages où les arbres poussaient depuis avant que Colomb ne se perde en cherchant l'Inde. Les guides nous ont sanglés dans des harnais qui semblaient avoir été testés sur peut-être 3 personnes dans l'histoire, nous ont clipsés à des câbles tendus entre des plateformes à 30 mètres de hauteur, et nous ont poussés dans la canopée. J'ai crié comme un gamin. Caleb a ri si fort qu'il a failli s'étouffer avec un insecte. Nous avons essayé de surfer des vagues qui étaient bien au-dessus de mon niveau de compétence. L'instructeur, un gamin nommé Marco qui ne pouvait pas avoir plus de 19 ans, m'a regardé me faire démolir par ma 4e vague et a très diplomatiquement suggéré que je devrais peut-être commencer par quelque chose de plus doux. Ouais, j'ai mangé du sable 2 fois. J'ai eu de l'eau dans le nez 3 fois. J'ai failli me noyer une fois quand je me suis retrouvé pris dans une machine à laver d'eau blanche et que j'ai oublié où était le haut. La meilleure après-midi que j'ai eue depuis des années. Nous avons marché jusqu'à des cascades qui s'écrasaient dans des trous d'eau si parfaits qu'ils ressemblaient à des décors de cinéma.
Les sentiers serpentaient à travers des jungles si denses qu'on ne voyait pas le ciel, passant devant des singes araignées qui nous hurlaient dessus comme si nous avions personnellement insulté leurs ancêtres. À travers des nuages de papillons qui se posaient sur nos épaules. Le complexe hôtelier avait ses restaurants en plein air où des geckos couraient sur les chevrons pendant le dîner et où des oiseaux sautillaient à la recherche de riz tombés. Caleb essayait de photographier chacun d'eux comme s'il constituait un catalogue de la faune. Les 3 premiers jours, nous avons gardé les choses légères par accord tacite. Son nouveau travail dans une entreprise aérospatiale à San Diego, à concevoir des composants pour les systèmes de propulsion de satellites. L'appartement qu'il avait trouvé et qu'il décrivait comme « douillet », ce qui, je le savais, signifiait approximativement la taille d'un dressing. La fille qu'il fréquentait depuis presque 1 an maintenant, Mera, qui travaillait dans le même bâtiment et lui menait apparemment la vie dure à propos de sa commande de café chaque matin. Tess envoyait des SMS tous les matins avec des mises à jour. 2 autres tentatives de contact de Sabrina bloquées. Une tentative via un cousin que Caleb n'avait pas vu depuis ses 12 ans documenté et ignoré. Dom progressait sur la reconstruction financière. La chronologie prenait forme. Nous avons regardé des couchers de soleil qui transformaient le Pacifique en spectacle de lumière. Dormi trop tard. Laissez le silence entre les conversations être juste du silence au lieu de quelque chose qui avait besoin d'être rempli. Mais lors de notre dernière nuit, assis sur une plage alors que les étoiles apparaissaient, Caleb m'a finalement donné l'image complète de ce que Sabrina avait réellement fait. La liaison avec Mike avait duré 14 mois avant qu'elle ne tombe enceinte. Pas un moment de faiblesse, pas une erreur unique, une trahison délibérée et continue avec quelqu'un avec qui elle prévoyait d'être éventuellement. Les voyages d'affaires qui étaient des chambres d'hôtel. Les soirées tardives au bureau qui étaient des mensonges. Les appels téléphoniques qu'elle avait pris dans d'autres pièces avec les portes fermées. Quand le test de grossesse est revenu positif, elle a fait le calcul. Mike ne voulait pas d'enfant. J'en voulais désespérément. Je parlais de fonder une famille depuis nos fiançailles. Alors elle a joué son coup, et resté avec moi pendant la grossesse. Le test de paternité secret 2 semaines après la naissance de Caleb était sa police d'assurance. Elle a utilisé un laboratoire dans un autre état, et quand il a confirmé que Mike était le père biologique, elle a choisi de détruire les preuves et d'attendre. Elle a attendu que je tisse un lien si complet avec Caleb que partir serait impensable. Attendu que je restructure toute ma vie autour du fait d'être son père. Quand Caleb a eu 2 ans, elle a appuyé sur la gâchette. Il y a encore une chose, a dit Caleb en fixant les vagues. Quand je l'ai confrontée à Noël, elle a essayé un angle différent après que le pot de vin n'ait pas fonctionné. Quel angle ? Elle m'a dit que tu ne supporterais pas de la prendre. Que tu étais fragile. Que cela te détruirait probablement et que ce serait ma faute. Il m'a regardé. Elle a essayé de me faire sentir que te protéger signifiait te mentir pour toujours. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'est pas de la protection, ai-je dit. C'est du contrôle. Ouais. C'est pour ça que je te l'ai dit quand même. Dom appelait ça, la salle de guerre. En réalité, c'était son sous-sol à Philadelphie, converti il y a des années en bureau à domicile qui ressemblait au décor d'un thriller complotiste. Des tableaux blancs couverts de chronologie. Des tableaux en liège avec des documents épinglés reliés par un fil rouge dont j'étais presque sûr que c'était une blague, mais peut-être pas. Il avait travaillé toute la semaine où j'étais au Costa Rica. À en juger par les tasses de café empilées près de son ordinateur, il avait à peine dormi. Des relevés bancaires remontant à 20 ans. Exhumé des archives et des vieux relevés de comptes que j'avais gardés dans des boîtes de classement. Chaque chèque de scolarité que j'avais fait à l'école privée de Caleb après que la situation de harcèlement au collège Jefferson soit devenue assez grave pour qu'il commence à simuler des maux de ventre pour éviter d'y aller. 4 ans de ça jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passait. Ensuite, je l'avais retiré et inscrit à Saint-Augustine, qui coûtait près de 18,000 $ par an mais avait une véritable supervision et de vraies conséquences pour les gamins qui rendaient la vie des autres misérable. Le compte d'épargne universitaire 529 que j'avais financé entièrement seul depuis le jour de la naissance de Caleb. Chaque dépôt mensuel documenté avec horodatage et montant. J'avais mis en place des virements automatiques la semaine où nous l'avions ramené de l'hôpital. Jamais manqué un paiement. Jamais touché à l'argent pour autre chose, même quand j'aurais probablement dû. 4 ans de scolarité à Northwestern à 58,000 $ par an. Le logement et la nourriture en plus, les livres, les frais de laboratoire,
cet ordinateur portable dont il avait eu besoin en deuxième année quand son ancien avait finalement rendu l'âme. Chaque facture imprimée est classée. Les frais médicaux remontant à la petite enfance, les visites de routine, les vaccinations, ce bras cassé quand il avait 9 ans, l'opération de l'épaule l'année dernière. Les factures d'orthodontiste du collège quand il a eu besoin d'un appareil dentaire et que j'avais dû mettre en place un plan de paiement parce que l'assurance ne couvrait pratiquement rien. Les camps d'été, les frais d'inscription à la petite ligue, les cours de préparation au SAT qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Dom avait créé des feuilles de calcul détaillant tout cela, totaux annuels, totaux par catégorie, totaux cumulés. Il avait même calculé le coût d'opportunité, ce que j'aurais gagné si j'avais investi cet argent au lieu de le dépenser pour élever un enfant qui n'était pas biologiquement le mien. Le total documenté s'élevait à 412,000 $. Ça, c'est juste ce que tu peux prouver facilement, a dit Dom en feuilletant l'un des nombreux classeurs qu'il avait créés. Ça n'inclut pas le coût d'opportunité. Ça n'inclut pas les augmentations que tu as refusées parce qu'elles nécessitaient des déplacements et que tu ne pouvais pas laisser Caleb seul. Ça n'inclut pas la maison que tu n'as pas achetée parce que le district scolaire comptait plus que la superficie. Ça n'inclut pas 22 ans de ta vie. Alors, c'est quoi le plan? Ai-je demandé. La poursuivre pour un demi-million de dollars que je ne verrai jamais? Non. Dom a affiché quelque chose sur son ordinateur portable. Le plan, c'est le levier de pression. J'ai fait des recherches sur le cabinet de Mike, Whitmore & Associates. Contentieux d'entreprise haut de gamme. Des clients du Fortune 500 qui les engagent spécifiquement parce qu'ils ont besoin d'une représentation qui a l'air irréprochable. Et tout leur modèle économique repose sur l'apparence de fiabilité. Leurs clients sont des entreprises averses au risque qui ne peuvent pas se permettre d'être liées à quoi que ce soit qui pourrait faire les gros titres ou apparaître quand quelqu'un creuse pour trouver de la boue. Un associé principal qui a engendré un enfant lors d'une liaison longue durée et a laissé un autre homme élever ce gamin pendant plus de 2 décennies sans rien payer. Ce n'est pas juste embarrassant. C'est le genre de choses que l'avocat adverse soulève quand il veut montrer des modèles de malhonnêteté. Je commençais à voir où cela menait. On n'essaie pas de gagner au tribunal, a continué Dom, on essaie de faire en sorte que le tribunal ait l'air si terrible pour eux qu'ils feront presque n'importe quoi pour l'éviter. Dom a fait tourner les chiffres et construit la chronologie. Un ami avocat lui a rédigé le langage de la demande pour que tout reste propre et juridiquement solide. Tess avait été occupée, elle aussi. Elle avait conduit jusqu'à l'ancienne maison de mes parents dans le New Jersey, maintenant propriété de notre cousin, et avait passé un week-end à fouiller dans des cartons au sous-sol. Ce qu'elle a trouvé valait de l'or. Des lettres que Sabrina avait écrites avant le divorce, parlant de se sentir piégée et d'avoir besoin de « plus ». Des cartes d'anniversaire qu'elle avait envoyées à Caleb au fil des ans les cachaient de la poste prouvant à quel point elles arrivaient rarement à temps. Des cadeaux de Noël encore dans leurs cartons d'expédition d'origine parce qu'elle les avait fait livrer à mon adresse au lieu de les apporter elle-même. Et le meilleur, une lettre qu'elle m'avait écrite pendant la procédure de divorce, remplie de phrases sur le fait de toujours faire passer Caleb en premier et de ne jamais vouloir blesser personne. Chaque mot contredisait directement ce qu'elle avait réellement fait. Voici ce qu'on demande, a dit Dom en exposant la stratégie. Le remboursement de 3 cents,000 $ pour les dépenses documentées. L'établissement d'un trust irrévocable de 150,000 $ pour Caleb et tout futur petit enfant, administré par un administrateur indépendant qu'ils ne peuvent pas influencer. Et une reconnaissance écrite des faits fondamentaux. Ils ne mettront jamais rien par écrit. Ils le feront quand ils verront l'alternative. Tout ce qu'on a documenté devient public à la seconde où on dépose plainte. Chaque associé du cabinet de Mike le voit. Chaque client. Chaque concurrent qui pourrait vouloir l'utiliser contre eux dans de futures affaires. Et s'ils pensent que c'est du bluff? Dom a souri. Alors ce n'est pas du bluff. Nous nous sommes envolés pour Phoenix 3 semaines après mon retour du Costa Rica. Moi, Dom et Tess front unis. Le vol a été calme. J'ai passé la majeure partie du temps à regarder les nuages par le hublot. Dom passait en revue ses notes. Tess lisait un roman policier avec le genre de concentration qui signifiait qu'elle pensait en fait à toute autre chose. Dom avait organisé la réunion par des canaux officiels, une lettre formelle envoyée au bureau de Mike, avec copie au conseiller général de Whitmore & Associates, demandant une discussion privée concernant une affaire familiale pouvant avoir des implications professionnelles. Le jargon d'entreprise pour dire « Nous avons quelque chose qui pourrait gravement vous embarrasser et nous aimerions parler avant que cela ne devienne le problème de tout le monde ».
Ils avaient accepté de se rencontrer dans un bureau de médiation au centre-ville de Scottsdale. Terrain neutre, cadre professionnel. Sabrina et Mike étaient déjà là quand nous sommes arrivés, assis d'un côté de la table avec leur propre avocat, un type aux cheveux argentés qui facturait probablement plus par heure que ce que je gagnais en une journée. Sabrina portait des vêtements de créateur. Mike était dans un costume qui hurlait associé principal. Leur avocat avait un bloc-notes, un stylo et l'air de quelqu'un à qui l'on avait dit juste assez pour être inquiet, mais pas assez pour savoir à quel point la situation pouvait être grave. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, a dit Dom en prenant place en face d'eux. Il a fait glisser un dossier sur le bois poli. Avant de commencer, vous devriez probablement jeter un œil à ceci. À l'intérieur se trouvait chaque dollar documenté que j'avais dépensé pour élever leur fils biologique pendant 22 ans. 412,000 $ au total. Leur avocat a commencé à feuilleter les pages. Son visage a changé à mesure qu'il avançait dans la pile. La pièce est devenue très silencieuse. Voici la situation, ai-je dit. Ma voix est sortie plus plate que je ne l'avais prévu. Plus froide. J'ai passé 22 ans à élever votre fils pendant que vous deux construisiez votre vie à Scottsdale. Je ne savais pas qu'il n'était pas biologiquement le mien. Au moins l'un de vous le savait. Maintenant, nous allons réparer ça. Sabrina a commencé à pleurer. Garrett, s'il te plaît. J'étais si jeune. J'ai fait de terribles erreurs. Mais tout ce que j'ai fait, je vais vous arrêter tout de suite. Ma voix est sortie morte. Vous n'avez pas fait une erreur. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Vous avez monté une escroquerie de 22 ans. Vous avez fait un test de paternité secret. Vous avez détruit les preuves. Vous avez chronométré votre divorce spécifiquement pour que je sois trop attaché pour partir. Vous m'avez utilisé comme garde d'enfant gratuite pendant que vous construisiez votre vie avec le type que vous vouliez vraiment. Je n'ai pas fini. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que Tess avait collectées. Chaque message de culpabilisation que vous avez envoyé depuis la remise des diplômes. Chaque campagne de pression via les proches. Chaque tentative de manipuler Caleb pour qu'il garde votre secret. C'est ce que vous êtes. Ceci est documenté, et c'est ce que tout le monde va voir si nous allons au tribunal. Mike a finalement pris la parole. Voix d'avocat. Que voulez-vous, exactement? Remboursement de 3,000 $ pour les frais d'éducation documentés. Établissement d'un trust irrévocable de 150,000 $ pour Caleb et tout futur petit enfant. Reconnaissance écrite des faits. Le masque de Sabrina a glissé. Vous n'êtes pas sérieux. Option A, vous faites le chèque et signez les papiers. Option B, je dépose une plainte au civil pour fraude et enrichissement sans cause. Tout devient public. Chaque document que nous avons rassemblé passe par la phase de découverte, discovery. Chaque associé chez Whitmore & Associates découvre que l'un de leurs avocats principaux a engendré un enfant lors d'une liaison et a laissé un autre homme payer la note pendant 2 décennies. J'ai regardé Mike. J'ai jeté un œil à la liste des clients du cabinet. Patterson Industries à elle seule vaut quoi? 8 chiffres par an? Vous pensez qu'ils veulent que leur conseiller juridique soit lié à ce genre d'histoire? Vous pensez que vos associés veulent expliquer ça à leurs autres clients? Le visage de Mike était devenu rouge. C'est de l'extorsion. Dom a parlé pour la première fois depuis qu'il avait posé le dossier. Sa voix était calme. L'extorsion nécessite de menacer de quelque chose d'illégal. Nous ne faisons pas ça. Nous décrivons ce qui se passe naturellement quand vos choix deviennent visibles pour des gens qui se soucient de votre moralité. Si vous préférez voir comment un jury réagit à l'histoire complète, nous sommes prêts pour ça aussi. Ils ont demandé 1 semaine pour y réfléchir. Je leur ai donné 5 jours. Le 2e jour, Sabrina a tenté une dernière manœuvre de manipulation. Elle a appelé Tess en sanglotant, disant que je détruisais sa vie, que Mike pourrait la quitter, que tout ce pourquoi elle avait travaillé s'effondrait. Elle a essayé d'amener Tess à me faire entendre raison. Tess l'a laissé parler pendant environ 30 secondes. Puis elle a dit, tu as détruit ta famille il y a 22 ans quand tu as menti à mon frère. Tu reçois juste la facture maintenant. Et elle a raccroché. Le 4e jour, leur avocat a appelé Dom avec une contre-offre, 200,000 $ de remboursement, 100,000 $ de trust, reconnaissance avec clause de confidentialité. Nous avons contré, termes originaux, non négociables,
mais nous accepterions de garder la reconnaissance sous scellé à moins qu'ils ne rompent l'accord. Le 5e jour, ils ont accepté. Le virement est passé en 3 semaines. 3,000 $ vers un compte que Dom m'avait aidé à ouvrir exactement pour ça. Les documents du trust ont été signés et verrouillés, administrés par un administrateur indépendant à Denver qui n'avait aucun lien avec aucune des 2 familles et ne pouvait être influencé par les larmes ou les menaces de qui que ce soit. La reconnaissance reposait dans mon coffre-fort à la banque comme une arme chargée que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Mais l'argent n'était pas la vraie victoire. Il n'a jamais été question d'argent. Au cours des mois suivants, j'ai vu le monde soigneusement construit de Sabrina commencer à se fissurer. Pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait directement, juste par la vérité qui se répandait tranquillement. Caleb avait raconté la véritable histoire à quelques amis proches. Les amis à qui il avait confié un secret pendant 3 ans, plus quelques autres une fois que tout a été réglé. Ces amis en ont parlé à d'autres amis. La mère de quelqu'un en a parlé à la mère de quelqu'un d'autre lors d'un déjeuner de charité. La femme d'un associé en a entendu une version dans un club de lecture. Les détails devenaient flous en étant racontés, mais le noyau restait le même, un avocat principal a engendré un enfant, a laissé un autre homme l'élever, n'a rien payé pendant 22 ans. Le cabinet de Mike a commencé à connaître un roulement inhabituel de personnel. Des jeunes associés qui avaient entendu des rumeurs et décidé qu'ils préféreraient construire leur carrière quelque part qui n'avait pas ce genre de bagage. Un associé de niveau intermédiaire qui pensait à partir a finalement fait le saut, citant des préoccupations culturelles. Les conseils d'administration caritatifs où Sabrina avait passé des années à construire son image ont commencé à trouver des raisons de faire tourner les postes de direction. Son poste de présidente de comité est discrètement devenu un poste de membre de comité. Puis son nom a commencé à disparaître entièrement des programmes d'événements. Les invitations sociales qui avaient rempli son calendrier arrivaient moins souvent, puis à peine. Personne ne l'appelait. Les gens arrêtaient juste de rappeler, arrêtaient de l'inclure dans les SMS de groupe sur les événements à venir, arrêtaient de lui garder une place aux bonnes tables. Dans les cercles sociaux de Scottsdale, la réputation est une monnaie, et le compte de Sabrina venait de passer dans le rouge. Personne ne les a poursuivis en justice. Personne n'a eu à le faire. Les dommages à la réputation n'ont pas besoin d'un tribunal. Parfois, il suffit que les bonnes personnes sachent les bonnes choses et prennent leurs propres décisions silencieuses sur qui elles veulent fréquenter. Mike n'a pas été viré de Whitmore & Associates. Au lieu de cela, son bureau d'angle est devenu un bureau ordinaire lors d'une initiative d'optimisation de l'espace. Ses comptes majeurs ont été transférés à des associés montants qui avaient besoin d'expérience. Son nom a discrètement disparu de la page de direction du cabinet. Quand la retraite annuelle des associés a eu lieu, son invitation s'est perdue dans la masse. Dans le monde obsédé par le statut du droit des affaires haut de gamme, ce genre de rétrogradation au ralenti était presque pire que de se faire virer. Se faire virer est un événement. On peut le tourner à son avantage, se rebrander, avancer. Mais la mort par 1000 coupures de papier, l'érosion progressive de tout ce que vous aviez construit, c'est le genre d'humiliation qui colle à la peau. 8 mois après Phoenix, Caleb m'a appelé pour me dire qu'il était fiancé. Mera, l'ingénieur aérospatial. Il m'a invité. Puis il a demandé s'il pouvait inviter Sabrina et Mike. Je lui ai dit que c'était sa décision. Mais j'avais une condition, s'il venait, il venait comme de simples invités. Au dernier rang, pas de discours, pas de reconnaissance spéciale. Aucun rôle, quel qu'il soit. Caleb a accepté. Le mariage a eu lieu à Sedona. Un petit lieu niché dans les Roches Rouges à environ 20 minutes de la ville, peut-être 50 personnes au total. La lumière de fin d'après-midi faisait tout briller comme une carte postale. Des formations de grès rouge s'élevant derrière le lieu comme des murs géants. Ciel bleu clair. Sabrina et Mike sont arrivés dans une voiture de location qui était plus belle que les voitures ordinaires de la plupart des gens. Ils sont sortis en ayant l'air de préférer subir un traitement de canal. Je les ai regardés traverser le parking depuis l'endroit où je me tenais près du site de la cérémonie. La posture de Sabrina était parfaite. Son sourire était étudié, mais ses yeux scannaient la foule comme si elle cherchait des sorties de secours. Tess s'était assignée à la patrouille des frontières. Elle s'était positionnée près de l'entrée, interceptant Sabrina au moment où elle essayait d'approcher Caleb avant la cérémonie. « Sabrina, ravi que tu aies pu venir. Laisse-moi te montrer vos places. » Sourire amical, léger contact sur le coude.
Redirection vers la zone des sièges avant même que Sabrina ne puisse penser à une réponse. Quand Sabrina a réessayé 15 minutes plus tard, en se dirigeant vers l'endroit où Caleb prenait des photos avec la famille de Mera, Tess a surgi de nulle part avec un commentaire sur les magnifiques arrangements floraux et une escorte ferme vers le dernier rang où des sièges avaient été réservés avec leur nom sur de petits cartons. Dernier rang, siège au bord. Vue dégagée sur la cérémonie, mais distance maximale de quiconque comptait vraiment. Dom a géré Mike, l'entraînant dans le genre de conversation qui ne mène nulle part mais dure une éternité. Les prix de l'immobilier en Arizona, le trafic autour de Phoenix, les défis de la construction dans les climats désertiques, juste un invité amical faisant la conversation, impossible à quitter sans paraître impoli. Ils sont restés assis à leurs places assignées pendant les vœux. On regardait depuis les bords pendant l'heure de la réception. N'ont eu aucune photo avec Caleb et Mera. Aucune reconnaissance de l'officiant. Aucune invitation à porter un toast. Aucune place dans les photos de famille qui finiraient encadrées sur les cheminées et les étagères. Ils étaient spectateurs au mariage de leur fils biologique. Des figurants dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le contraste n'aurait pas pu être plus net. Je me tenais devant comme le père choisi par Caleb. Tess était assise dans la section famille avec ses enfants. Dom était parmi les invités d'honneur. Et Sabrina, qui avait passé 22 ans à traiter son propre fils comme un inconvénient à gérer et à déléguer, était assise au fond, regardant la famille qu'elle avait jetée fonctionner parfaitement sans elle. Elle a fait une tentative vers la fin de la réception pour prendre Caleb à part. Elle a attendu un moment où Mera s'était éloignée, puis a commencé à avancer vers lui. Tess est apparue avant que Sabrina ne soit à moins de 5 mètres. Et Caleb, la grand-mère de Mera veut une photo avec vous deux avant de devoir partir. Et juste comme ça, il était parti. Guidé à travers la salle avec une main sur l'épaule, tandis que Sabrina restait seule près de la table des desserts, regardant son fils s'éloigner d'elle. Son visage à ce moment-là est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. J'ai célébré avec mon fils, je me suis tenu à ses côtés pendant qu'il attendait Mera. Je lui ai tendu les alliances quand le moment est venu. Après la réception, il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une demande d'adoption adulte complétée. Il avait 23 ans maintenant, assez vieux pour prendre ses propres décisions juridiques. Je veux rendre ça officiel, a-t-il dit. Changer mon nom. Faire en sorte que les papiers correspondent à ce qui a été vrai toute ma vie. J'ai signé sans hésitation. L'adoption a été finalisée 2 mois plus tard. Caleb Brennan. Mon nom, mon fils, légal et permanent. Sabrina a demandé une rencontre après que les papiers soient passés. Un email rempli de discours sur la reconstruction, le fait d'avancer et de laisser le passé derrière nous. Caleb l'a lu et a dit non. Dom vient toujours dîner une fois par mois. Tess s'appelle tous les dimanches sans faute. Ses enfants grandissent. La vie continue d'avancer. Caleb et Mera ont annoncé le mois dernier qu'ils attendaient un garçon, prévu pour février. Aux dernières nouvelles, Sabrina et Mike traversent quelques difficultés. La maison de Scottsdale est sur le marché. Le calendrier social est vide. J'ai mon fils, mon petit-fils en route, une famille qui s'est choisie quand ça comptait vraiment. Il s'avère que cela vaut plus que tout ce que la biologie pourrait vous donner.